Allons enfants de la patrie, est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vous propose d'écouter le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major de l'armée de terre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis bien évidemment, c'est un grand plaisir pour moi de voir autant de monde rassemblé ici ce matin pour cette journée nationale des blessés de l'armée de terre. Bien évidemment, peut-être un peu moins nombreux qu'on l'aurait voulu, mais il a fallu un peu se brider du fait des contraintes sanitaires. Je pense que c'est normal. On avance dans la bonne direction, il faut rester vigilant. Quelques mots avant de lancer ces activités. Tout d'abord, pour bien, mais vous êtes tous ici, donc vous êtes bien conscients, mais cette journée nationale des blessés de l'armée de terre, c'est vraiment un moment pour expliquer notre solidarité et la fraternité d'armes qui nous unit, et en particulier vis-à-vis de nos blessés. Vis-à-vis solidarité et fraternité d'armes, vis-à-vis de la totalité de nos blessés, c'est-à-dire que ce soit des blessés qui aient été touchés par le sang versé, qui soient meurtris dans leur âme, qui aient été blessés en service ou hors service, quelle que soit leur blessure, quelle que soit leur situation. Et donc tout ceci pour bien matérialiser, concrétiser le fait que nos blessés en fait, sont au cœur de toutes les attentions de l'armée de terre. Pour cela, l'armée de terre, c'est un combat qui n'est jamais fini pour aider nos blessés. Bien évidemment, l'armée de terre ne doit oublier personne. Personne ne doit rester au bord du chemin. Nos blessés qui sont ici, qui en aura encore un peu plus dans la matinée, en fait, ils ont été blessés au service de leur pays pour défendre nos concitoyens. Ils méritent notre respect et notre considération. Et donc, ce sont tous nos frères d'armes. Ensuite, l'armée de terre ne doit laisser personne de côté. Parce qu'au-delà des blessés, il y a derrière des enfants, des frères, des sœurs, des parents, des amis, qui eux aussi, finalement, portent une partie de cette blessure, qu'elle soit, je le dis bien, physique ou psychique, et l'armée de terre doit réussir à prendre en compte cette dimension-là, c'est-à-dire une vision large. Et enfin, l'armée de terre doit soutenir les blessés dans la durée. La reconstruction physique, la reconstruction morale, elle peut des fois être très très longue, elle est très douloureuse, et donc il faut vraiment qu'on soit capable de faire un accompagnement dans la durée, et que cette préoccupation en fait, du quotidien, elle doit s'inscrire impérativement dans le temps long. Voilà, ça c'est un peu les trois principes en fait, qu'on applique avec tous les gens qui sont ici, qui matérialisent un peu toute cette chaîne de solidarité, cette chaîne d'engagement au profit de nos blessés, mais c'est ça le sens là derrière. Et donc la JNBAT, c'est un peu ce moment de solidarité qui permet de manifester notre attachement à nos camarades blessés. Donc merci à tous. Eh bien, vous l'avez vu, donc la marche-course a débuté donc, juste après cette cérémonie dans les rues de Paris. Donc 500 coureurs sont partis et effectuent un parcours de 7 km en treillis. Donc ils font actuellement 2 boucles. Chaque année, cette marche-course réunit militaires et civils, soldats et autorités, valides et blessés. Tous sont réunis autour des valeurs de cohésion et d'effort qui symbolisent parfaitement l'ADN de l'armée de terre. Et cette année encore plus avec le compteur d'efforts lancé pour cette JNBAT. Voilà, effectivement, il y aura pas mal de public dans les rues de Paris. Alors, on va vous redonner tout le long de la matinée ce fil rouge, ce fameux compteur kilométrique. Alors, ce premier résultat, on est bien à 15 007 km. Voilà, donc on commence à un beau début pour ce compteur d'efforts. Alors,
en ce 19 juin. C'est une date symbolique qui avait été choisie pour cette journée nationale des blessés de l'armée de terre. C'est donc un anniversaire de la bataille de Solferino en 1859. Vous êtes très nombreux à courir pour nos blessés et à vous mobiliser. Et pour cette mobilisation, eh bien, nous allons l'illustrer maintenant avec un premier départ, avec un jingle. Venez d'entendre a été composé par le chef de musique hors classe Stéphane. Alors il sera interprété tout le long de la matinée. C'est donc un Dixieland de la musique des troupes de montagne. Alors se mobiliser autour des blessés est important. Pour l'évoquer, eh bien, nous allons recevoir deux invités. Le général de corps d'armée Margaret. Bonjour mon général. Vous êtes donc le président de l'association Terre Fraternité, ainsi que le lieutenant David. Donc vous êtes actuellement affecté au 19e régiment du génie à Besançon. Vous avez été blessé donc en 2019 au Liban précisément. Vous étiez donc sapeur de mineurs. Vous avez parcouru tout ce parcours du blessé de l'armée de terre. Aujourd'hui, vous êtes considéré un petit peu comme un grand frère. Alors, lieutenant David, vous êtes un fidèle de cette journée. Que représente cette journée pour les blessés, mais également pour les familles? Bonjour, cette journée, aussi jeune soit-elle, fait déjà partie du paysage et je la considère comme indéboulable. Et c'est le point marquant de la coagulation des efforts, de la concrétisation et la convergence de toutes ces énergies pour les blessés de l'armée de terre. Alors, être blessé, bien sûr, c'est une épreuve. Est-il possible de se reconstruire et surtout donner un sens à cette blessure? Oui, effectivement, le sens, il est inévitable. Moi ou ma famille ou mes proches, nous avons pu mesurer l'attention accordée aux soldats blessés de l'armée de terre. Et c'est très fort, en pesant tout le poids de mes mots. Aujourd'hui, ce fil d'Ariane persistant, qui persistera après ma radiation des cadres, m'apportera du confort, de la visibilité et une certitude quant à mon avenir, malgré ce statut de blessé et de grand mutilé de guerre. C'est très réconfortant. Alors mon général, vous qui êtes le président de cette association Terre Fraternité, quel est son rôle précis? Alors, le rôle de l'association Terre Fraternité est de soutenir financièrement les besoins des blessés et de leurs familles, ainsi que les besoins des familles endeuillées, et particulièrement les orphelins. Et nous, quand je dis qu'on a besoin d'eux, que nous soutenons financièrement, nous complétons l'action étatique, mais nous la complétons avec les caractéristiques d'une association, c'est-à-dire de la réactivité, de la souplesse et de la capacité d'aider des gens qui sont dans des situations où les règles administratives nécessitent un petit complément. Si vous avez un message à faire passer aujourd'hui pour inciter, pour se mobiliser au profit des blessés? Seul, on ne s'en sort pas. Seule la force collective, la puissance de ces formations, de ces régiments, de l'armée de terre permet de relever la tête, d'apporter de la visibilité aux copains qui sont tombés, qui ont mordu la poussière. Et ensemble, j'en reste persuadé, nous savons relever ces défis dans le temps et dans la durée. Mon général, un petit exemple bien concret de l'aide de Terre Fraternité? Oui, bien, un exemple concret qui se termine. Il vient d'y avoir 3 fois une semaine du stage rencontre militaire blessures et sport à Aubigny. Ce sont des stages, donc plus d'une 60aine de blessés sont passés sur ces 3 stages. Et organiser ces stages, c'est la CABAT qui organise ces stages, nécessite bien sûr des financements divers auxquels nous participons parmi d'autres. Alors, effectivement, je le précisais, nous allons être donc en duplex. Alors, duplex avec des formations qui ont organisé cette journée dans leur garnison. Je vous propose de prendre tout de suite les premiers contacts avec eux. Alors, est-ce qu'on a les premiers duplex? Oui, bonjour Paris, ici le Major David. Nous sommes ici réunis à Lyon pour la Journée nationale des blessés de l'armée de terre 2021. Et nous attendons les coureurs qui ne devraient pas tarder à arriver. Voilà, merci Lyon. Alors nous allons maintenant rejoindre normalement Charleville-Mézières avec mon colonel. Alors Charleville n'est pas encore en direct. Alors on va aller à Clermont, on va descendre dans le centre de la France
Alors, Clermont, est-ce que vous m'entendez? Normalement, vous êtes sur la place centrale. Bonjour Paris, effectivement, on vous entend, nous sommes ici à Clermont-Ferrand, le soleil est au rendez-vous. Je suis place de Jaude, déjà d'effervescence par rapport à l'organisation de cette JNBAT. En ce 19 juin, je rejoins l'un des organisateurs, Chevée ouvrière, le lieutenant-colonel Christophe Lorillon. Mon colonel, merci de votre confiance. Il va se passer plein de choses ce matin. Déjà, combien d'hommes et de femmes de mobilisés? On devrait dépasser les 500 militaires présents. Ici, vous avez déjà 2 stands qui sont animés, plus la fanfare du 92e mairie qui est juste derrière nous, et puis le podium prêté par Lyon, qui nous permet de faire toute cette animation ce matin avec beaucoup d'interviews, et puis la marche-course à 11h de 500 militaires qui rejoindront la place de Jaude. Avec une arrivée place de Jaude que nous vivrons en direct grâce au duplex et aux moyens mis à notre disposition aujourd'hui. La place de Jaude, c'est la place emblématique de la ville de Clermont-Ferrand et de toute l'Auvergne d'une certaine manière. Ici, j'allais dire chaque année, pas chaque année, mais de très nombreuses fois, on a vécu les demi-finales, les finales importantes avec l'ASM. On va penser à l'ASM, c'est la journée des solidarités, on pense les uns aux autres. Exactement, en plus on partage tout à fait les mêmes valeurs avec les rugbyman. Bon, eh bien écoutez, je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard avec le général Bou notamment, plusieurs duplex ici depuis la place de Jaude à Clermont-Ferrand. À vous Paris. Eh bien, merci beaucoup Lyon. En tout cas, vous avez un superbe soleil. Il va sûrement arriver ici même au parc. Ah tiens, le live, c'est toujours du direct. Eh bien, regardez, on a l'arrivée de la course, de la marche-course qui arrive actuellement. Voilà, on voit le chef d'état-major qui pousse, voilà, qui donne les derniers pas pour cette marche-course. Et c'était de très belles images. Nous allons évoqué à plusieurs reprises le dispositif Athos, dont l'expérimentation a commencé en ce début d'année pour l'armée de terre. Jingle. Voilà, donc il s'agit d'un dispositif non médicalisé qui vise à réhabiliter les blessés psychologiques. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai une invitée. Je suis avec Madame Emeline Forestier. Vous êtes coordinatrice de la maison Athos de Toulon. C'est ça, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, pourquoi avoir créé ces maisons Athos et quelles sont leurs plus-values dans le parcours des blessés ? Alors, les maisons Athos sont nées d'un constat qu'il y avait un vide dans le parcours du blessé, donc le blessé psychique lié au service. Athos s'inscrit entre le parcours de soins à l'hôpital et le retour éventuellement à l'emploi pour celui qui voudra retourner à l'emploi. On est vraiment là pour proposer quelque chose de non médicalisé au sein des maisons. Alors pourquoi on a vraiment pris en compte et la prise en charge des blessés psy, elle est vraiment très très importante aujourd'hui? Les blessés psychologiques dans nos armées, c'est 2800 blessés. Et donc, en fait, on ne laisse personne sur le côté. On accompagne tous nos frères d'armes. Voilà, on laisse personne sur le bord du chemin, comme l'a si bien dit le chef d'état-major ce matin. Alors, y a-t-il des spécialités spécifiques à la maison de Toulon? Alors, la maison de Toulon est embasée au sein d'un site qui regroupe tout un tas de services du soutien. On est à proximité de la Chia, il est de l'autre côté de la route. La maison à Toulon n'a pas de logement. Les logements sont sur le site du Pradet, le Pain de Galles, City-Géza, une dizaine de kilomètres de Toulon. Voilà. Et nous, on fait des activités essentiellement tournées vers la mer et la montagne. Alors, si un blessé vient chez vous, vous allez lui dire quoi? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Alors, si le blessé cherche un endroit où il n'y a pas de faux semblant, où il n'a pas besoin de se cacher, parce que le problème de la blessure psychique, c'est que c'est une blessure invisible. Donc là, il retrouvera des pairs, des gens comme lui. S'il a besoin de retrouver un endroit pour se resociabiliser, s'il est un peu isolé, s'il a besoin de retrouver un endroit aussi pour retourner sur le chemin de l'emploi, il trouvera tout ça à Athos. Alors, vous qui êtes une coordinatrice, quel est votre rôle dans la composition de l'équipe de Toulon? Alors, mon rôle, c'est d'être la plaque tournante entre la direction et les extérieurs, et également les accompagnateurs et les membres. Je suis là pour gérer toute la partie logistique, tout ce qui va être gestion des commandes, et également tous les contacts avec les cellules d'aide aux blessés. Et je fais la coordination des activités.
Eh bien, on vous remercie. Alors, si on veut bien sûr plus d'informations, il suffit de se rendre sur votre stand où vous êtes présente toute la matinée. Ça a drôlement évolué, non ? Eh bien, en effet, mon capitaine, notre compteur avance et il avance très vite. Nous sommes actuellement à 80 102 km. Alors, on le précisait, hein, ce compteur d'effort a débuté le 31 mars suite à ce défi donné par le chef d'état-major. Alors, vous pouvez retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux. Alors, c'était soit de la course, soit de la marche courte, soit de la marche où il y avait des déplacements en vélo. Donc, tous les jours, tout le monde a remis sur les différents réseaux sociaux ces kilomètres. Et ça a permis, dans un premier temps, arriver déjà à 80 102 kilomètres. Voilà, avant de retrouver nos invités, je vous propose ce premier reportage, vraiment émotion, puisque c'est 3 regards d'invalides qui se trouvent à l'Institut national des invalides, 3 générations vidéo. La plupart des blessés qui viennent chez nous ne parlent pas de l'hôpital, mais parlent de la maison des blessés. Et c'est vrai, tous ces gens-là se côtoient au quotidien. Voilà, donc j'ai appris à rentrer à l'armée. Ah oui. Voilà, l'école de la délinquance. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je ne filmais pas. Je suis rentré à 18 ans à l'armée. Et là, on avait je ne sais plus combien de paquets de cigarettes. Ah donc, ah oui. Ah ouais. D'accord. Ils se rencontrent de façon quotidienne, mais c'est aussi des rencontres le soir, bien après les moments de rééducation, c'est le week-end, avec des amis, avec de la famille. Donc tout ça donne un lieu de vie un peu hors du commun qu'ils ne retrouveraient pas et qu'ils ne retrouvent pas d'ailleurs à l'extérieur. Quand je suis arrivé, il y avait encore beaucoup de gens de la Seconde Guerre mondiale, des déportés, des résistants, de la France libre. Et il y avait encore pas mal d'Indochine, un copain du bataillon de Corée. Et j'étais vraiment très très bien accueilli. À table le midi, on se posait au soleil dehors à regarder les touristes passer. On dit toujours, il est très difficile de se mettre à la place d'eux. Donc se mettre à la place d'un blessé, de quelqu'un sur fauteuil, de quelqu'un qui ne sent plus ses membres inférieurs, on arrive à le comprendre, mais se mettre à sa place, c'est très compliqué. Finalement, 2 blessés qui ont eu à peu près les mêmes blessures arriveront à se comprendre beaucoup plus facilement sur certains moments, certaines difficultés de la vie de tous les jours. C'est des copains de galère, on est tous plus ou moins dans la même galère, si vous voulez. Donc, on partage les mêmes, je ne vais pas le dire les mêmes souffrances, mais les mêmes problèmes. Moi, j'ai été accueilli par Steph dans sa chambre. On m'a dit il faut absolument aller voir Steph, et j'y suis allé. Et si j'avais pu me mettre au garde à vous devant lui, je l'aurais fait. Respect. J'ai dit mes respects. Mais non, je suis arrivé, il m'a tout expliqué. Moi, quand je t'ai accueilli, tous les anciens m'ont dit alors pour ta pension, faut faire comme ça. Et ils connaissent, et du coup maintenant moi je connais, je sais que c'est la galère quand le jeune il est blessé. Il faut avoir énormément de ressources, énormément de volonté, énormément de courage. Et ça, c'est vrai que les anciens peuvent apporter ça. Encore une fois, sur le plateau technique, notre doyen de 104 ans fait du vélo tous les jours, à son niveau bien sûr. Mais ça, c'est une image qui est très importante aussi pour le jeune. Donc il se rééduque à côté. Il parle, il s'entraîne. Tout ça fait son chemin un petit peu au niveau du cerveau. Et tout ça aide un petit peu à cette reconstruction. Non mais si, concrètement, quand vous êtes jeune, et que vous voyez que les gens qui ont eu les mêmes galères que vous, ils ont eu une vie épanouie, ils ont une femme, des enfants,
Bah oui, ça aide à se projeter, oui. Bah, bien sûr. Il y a quand même quelques angoisses, si vous voulez, quand il vous arrive ce qui vous arrive, de se projeter sur certains plans. Moi, j'ai quand même fait une petite vie à l'extérieur. Bien, mal, je sais pas, mais enfin, j'ai essayé. Quoi. Voilà. Bon, je pense que tes enfants diront plutôt pas mal. Je l'espère, oui, je pense, oui. Je pense, oui, oui. Voilà, eh bien, beaucoup d'émotions avec ces trois blessés de 3 générations différentes. On l'a vu à l'Institut national des Invalides. Alors, je vais retrouver 2 invités. À nouveau, eh bien, le lieutenant David, merci de nous avoir retrouvés. Et puis, dans quelques instants, on va retrouver le caporal Timothée. Alors, le caporal Timothée est donc un sapeur-pompier donc, de la brigade. Et donc, il a été incorporé en 2012, précisément. Il a participé à de nombreuses interventions et incendies de très grande ampleur, notamment lors des attentats de janvier et de novembre 2015. C'est un sportif d'exception. Il a intégré le groupe de gymnastique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est lors d'une représentation de cette équipe de gymnastique au profit d'enfants malades que vous vous êtes blessé gravement. Alors, on va vous retrouver avec le major Vincent et avec le lieutenant Mélanie. Voilà, on va peut-être commencer avec une question avec vous, mon lieutenant. Mon lieutenant, bonjour. Mon lieutenant, donc une première petite question. Donc pensez-vous qu'il existe des liens particuliers entre les blessés? Donc on l'a vu pendant ce reportage, mais vous, est-ce que vous avez pu l'expérimenter? Effectivement, c'est une évidence. La communication, elle est puissante, fine et quasiment invisible, mais tellement forte. Chacun d'entre nous, nous savons mesurer ce que nous avons vécu, des exemples comme la solitude d'une chambre d'hôpital, la détresse, la capacité d'acceptation de la blessure. Nous nous comprenons sans nous parler. Seuls ces regards peuvent traduire la puissance de ces échanges. C'est très très fort. Et du coup, pour vous, j'imagine que c'est très important que les anciens puissent soutenir les plus jeunes, qu'ils ont comme un devoir d'accueil et de parrainage pour ces jeunes qui arrivent dans la même situation. C'est un devoir. C'est une obligation d'apporter notre expérience. Je n'aurai jamais la prétention de proposer des conseils parce que chaque histoire est singulière, extraordinaire, avec des contextes différents. Mais voilà, le maître mot, c'est l'acceptation, la patience et l'assurance de jours meilleurs. Et je suis dans l'obligation de traduire soi par des faits, des gestes et des paroles auprès de ceux qui ont été touchés récemment. De très beaux conseils, donc. Une dernière question? Non? Je vais peut-être retrouver le major Vincent. On va retrouver le lieutenant David juste après. Alors, caporal Timothée, après la vision de ce reportage, vous avez quel sentiment? Est-ce que c'est sentiment de lien puissant qui unissent les pensionnaires de l'INI? Est-ce que l'on peut parler de transmission de valeurs et d'entraide entre les pensionnaires? Voilà, je pense que le caporal ne nous entend pas. Alors, caporal, vos camarades parlent souvent de vous en bien, ils parlent énormément de vous. Est-ce que vous pensez qu'un camarade comme ça qui est blessé est un véritable moteur pour les autres? Eh bien, bien sûr, c'est forcément moteur parce que on a tous vécu des interventions dramatiques, tout ça, on s'est toujours soutenu. La blessure a fait que y ait entre nous, de la tristesse, etc. Mais mes collègues sont toujours présents. Même 3 ans après, je les retrouve. Donc ça fait vraiment du bien. Et voilà, c'est ce qui montre en fait la cohésion que l'on a, en fait, que les valeurs que nous ont inculquées la brigade des sapeurs-pompiers pour ma part et l'armée en général, pardon. Mais voilà, c'est vraiment des valeurs importantes pour nous. Alors aujourd'hui, vous avez été blessé. On voit en vous énormément de courage, énormément d'espoir, énormément de projets. Comment vous percevez ça? Comment vos collègues le perçoivent? Eh bien oui, toujours. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Major? Vos collègues voient en vous quelqu'un de très dynamique et courageux et qui se lance des défis en permanence. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien oui, déjà, juste avant mon accident, j'avais ce courage, cette envie d'aller de l'avant, etc. J'ai eu mon accident et c'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai plus mes jambes et je n'ai plus mes bras qu'il faut que je baisse la tête, que je me renferme sur moi-même. Non. Ce qu'il faut, c'est toujours rebondir, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, voilà, j'ai le sourire, je suis fier d'être ici, je suis fier d'être avec mes collègues et je suis fier de l'institution auquel je dépends. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un défi là prochainement? Est-ce que vous lancez quelque chose? Eh bien, bien sûr, là, j'ai un grand défi que mon commandant d'unité m'avait proposé. C'est de partir à New York avec mes camarades, avec ma famille et avec mon infirmière, bien sûr. Et le défi, c'est de parcourir 5 km dans la ville de New York. 5 km, c'est la distance qu'a parcouru un pompier qui a participé au World Trade Center. Et c'est en fait de faire toute cette course avec mes collègues en tenue de feu et voilà, de finir tous ensemble pour nos blessés et nos pompiers décédés du World Trade Center. Voilà. Bah, c'est un projet merveilleux. Bonne chance pour cette aventure américaine. Je rends la parole au plateau. Merci beaucoup. On va s'installer derrière. À vous, plateau. Eh bien, merci Major. Donc, nous retournons donc, mon lieutenant, avec vous. Une petite dernière question. Donc, pensez-vous que le fait que les blessés suivent ensemble certaines phases de leur parcours de reconstruction et de soins devienne une source d'émulation entre eux? Avez-vous des exemples de votre côté à nous partager? Oui, des dizaines et des centaines d'exemples. Je dirais pas source d'émulation, je dirais une conversion des forces et des ressources mutuelles. Et quand le copain flanche un petit peu, il y a toujours un autre copain, un autre camarade pour le relever, pour l'aider à affronter ce quotidien qui parfois est assez effroyable. Mais la force, elle est vraiment collective, à l'image de toutes ces entreprises essentiellement articulées autour du sport, de la cohésion, du partage et du dépassement de soi. Et l'objectif, c'est ensemble arriver à définir un nouveau socle, une nouvelle base pour se permettre de se projeter sur un avenir certain. Eh bien, merci, lieutenant. Voilà, merci pour ces deux témoignages vraiment très très poignants. Deux blessés ont décidé également de relever un défi de taille. Voilà, c'est l'ascension du Mont Blanc. Un défi montagnard dans le pur esprit de cordée. Nous allons les retrouver dans une vidéo sur leur préparation avant l'ascension du Toit de l'Europe. On vous donne rendez-vous au sommet du Mont Blanc le 27 juin. Et une bonne journée des blessés de l'armée de terre à vous tous. Vous l'aurez compris, la solidarité entre les blessés peut créer un cercle vertueux. Et nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur le dispositif Athos en expérimentation au sein de l'armée de terre. Jingle. Donc sous forme de reportage, nous allons découvrir le dispositif Athos et plus particulièrement au sein de la maison Athos de Bordeaux. Inaugurée en février dernier, la maison Athos permet aux militaires blessés de reprendre leur vie en main. Pierre, le directeur, nous explique son fonctionnement. Athos, c'est un lieu de bienveillance qui accueille des frères d'armes pour parcourir un bout de chemin vers une nouvelle vie. Cette équipe socle, qui est composée pour l'instant de quatre mousquetaires,
et qui va être bientôt complété par d'autres des accompagnateurs. Donc il y a effectivement un directeur, une coordinatrice et 2 accompagnateurs. Et le mot accompagnateur est très important parce que vous voyez, ce ne sont pas des éducateurs, ce sont des accompagnateurs. Et c'est bien cette notion de chemin que l'on va faire ensemble, sur lequel on va accompagner les membres. Ma mission, c'est d'accueillir, c'est de faire en sorte que les portes soient ouvertes, que les gens en arrivant, le plus vite possible, se sentent chez eux. La maison et son cadre invitent à la détente. Cette maison non médicale permet aux blessés, avec leur accompagnateur, de construire un programme à la carte basé sur le volontariat. On accueille les gens dans la cuisine, qui est un lieu central. On commence par offrir un café, très simplement, comme on accueillerait quelqu'un dans une maison. On les accueille dans la cuisine. Alors quand on est ici, en gros, personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. Là, à midi, vous avez vu, il y a un frère d'armes qui est parti faire les courses avec un des accompagnateurs. Il y a toujours un blessé avec un accompagnateur. Juste avant, on avait regardé avec les pensionnaires, les autres membres, ce qu'on désirait manger. Il y a toujours l'envie du jour, du plat du midi, du plat du soir, l'entrée. Et à partir de là, chacun dit ce qu'il souhaiterait manger. Et dès que ça arrive des courses, de suite, c'est automatique. Moi, vous avez vu à midi, j'ai attaqué l'entrée, elle était bonne d'ailleurs. J'ai attaqué l'entrée, il y a un accompagnateur avec un autre pensionnaire qui a fait le plat. Les membres d'Athos sont des acteurs à part entière dans la vie de la maison. Chacun y trouve sa place en participant aux diverses activités, ce qui permet de renforcer la solidarité entre ses frères d'armes. Il y en a d'autres qui passent le rotophile, il y en a un qui est en train de désherber, il peut y avoir de la réfection de fauteuils aussi, la restauration. Il y a du miel, il y a un des frérots là, qui a des ruches, il est venu la semaine dernière, il a amené une ruche qu'il a déposée ici d'ailleurs, il a fait un don. Enfin, chacun amène toujours une pierre à l'édifice. L'idée, c'est de laisser émerger en étant force de proposition, mais avec douceur, en essayant d'abord de respecter l'être, et puis après de se tourner vers le faire. Et dans le faire, pas de plus naturel de se tourner vers les activités quotidiennes, qui sont la base de la reconstruction psychosociale. Ils sont 2 à avoir trouvé une formation grâce à un autre blessé d'ailleurs. C'est lui qui les a lancés sur l'affaire et tous les 2, ils ont une formation, ils vont attaquer le boulot fin juin. À la maison Athos, les différents membres retrouvent une fraternité d'armes, une solidarité qui permet de progresser dans leur parcours de reconstruction. Bienvenue Monsieur Knecht. Donc vous êtes le directeur de la maison de Bordeaux. Donc j'avais une première question pour vous. Est-ce que la cogestion de la maison est un élément déterminant pour la solidarité des blessés? Oui, bonjour. Effectivement, alors la cogestion, le gérer ensemble, c'est l'essence même de la vie de la maison. Le principe, c'est d'être acteur de sa propre vie. Et là, fondamentalement, entre frères d'âme, c'est de le faire ensemble. Tout se décide ensemble, sans contrainte. Donc ceux qui ne veulent pas participer à une activité n'y participent pas et pourront en proposer une autre. Et toujours d'être dans la notion de volontariat sans contrainte. Et un point fort, j'ai entendu frérot, moi, dans le reportage. Oui. C'était fort, ça. C'est très, très fort, oui. Peut-être que pour nous et également ceux qui regardent, donc là j'ai une date de 2021, auriez-vous peut-être une anecdote à nous partager pour illustrer cette solidarité? Oui, alors c'est l'esprit de famille, finalement, cette fraternité d'armes très très forte. Il y a un très très bel exemple qui est une success story de la maison. C'est un de nos blessés qui est arrivé en journée de découverte le 22 mars, qui était en isolement social très fort, sur son canapé depuis plusieurs années, à ne plus bouger, fort isolement. En 5 semaines, il est retourné, il est allé jusqu'à un entretien d'embauche. Donc une métamorphose complète que ses camarades qui le connaissaient depuis longtemps, qui faisaient des hospitalisations notamment avec lui, ont vu et expriment.
Et effectivement, c'est le jeu de camaraderie qui a fait qu'il a découvert une offre d'emploi sur Internet. C'est le dispositif avec Défense Mobilité, avec la CABAT, c'est mis en œuvre pour le préparer. Et ce sont effectivement les autres membres, d'autres membres, qui l'ont aidé avec l'appel à un ami qui enclenche un rappel pour un entretien d'embauche, d'autres amis qui l'aident à se préparer physiquement et l'accompagnement jusqu'à l'entretien. Et voilà, donc une très belle réussite que tout le monde porte réellement de manière collective, comme la réussite individuelle, mais la réussite du collectif Athos. En effet, donc c'est un très très bel exemple que vous venez de nous partager. J'aurais aimé savoir, donc, Monsieur Knecht, pourquoi le dialogue peut-il être parfois si difficile dans la sphère privée et possible dans le cadre des maisons Athos ? Alors, la particularité de la maison Athos, ce versus sphère privée, finalement, qui est complémentaire, parce que c'est le partage. Finalement, c'est que les membres d'Athos, ils n'ont pas besoin d'en parler, mais s'ils veulent en parler, ils en parlent. C'est qu'ils ont en commun ce parcours de blessure. Et souvent, ils n'ont pas besoin d'en parler. D'ailleurs, ils se comprennent parce qu'ils partagent globalement les mêmes nuits compliquées, la même descente dans des zones sombres de la vie, et cette volonté de remonter dans la partie la plus lumineuse. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Allez, il est temps maintenant de se rendre à Lyon, où nous allons retrouver un nouveau duplex où une course se déroule en centre-ville. Est-ce que vous m'entendez, Major Thierry ? Rebonjour Paris. Nous voici sur Lyon, sur le parcours de la marche-course, où 500 participants vont traverser la ville de Lyon dans la bonne humeur. Nous avons commencé la semaine avec un raid canoë sur le Rhône, avec 200 km parcourus de la frontière suisse jusqu'à la ville de Lyon. Et nous avons la semaine prochaine le chef Guillaume et le caporal-chef Thomas qui sont en train de se préparer pour faire l'ascension du Mont Blanc, et ça sera réalisé le week-end prochain. Nous rajoutons 10 000 km au compteur de la JNBAT. Merci Paris, bonne journée nationale des blessés de l'armée de terre à vous. Voilà, merci beaucoup Lyon. Alors pour illustrer le rôle des familles, nous allons accueillir dans quelques instants le colonel Brûlé, le chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, et également Marie Alem, qui est elle conseillère assistante sociale aux armées à la CABAT. Mais auparavant, je vous propose de visionner donc le témoignage de Linda. Alors Linda, c'est une épouse d'un blessé du 12e régiment de cuirassiers. Et c'est un témoignage sur la journée des aidants. Je suis mariée avec Guillaume depuis 10 ans. On est ensemble depuis 17 ans. On s'est connus très jeunes, on a 4 enfants. Sa dernière OPEX, c'était au Centrafrique. Son retour a été fait au bout d'1 mois de sa mission. A été très compliqué. Il a été hospitalisé pendant un bout de temps à Paris, en centre psychiatrie, parce que Guillaume supportait plus rien. Guillaume voulait plus voir personne. Je sais pas trop ce qui est à l'origine, je pense, mais moi il m'en parle pas. Il veut pas que je sache. Je sais des choses, mais il veut pas me rendre encore plus mal. Les personnes qui nous ont aidés, le régiment, Madame Thierry, assistante sociale, qui nous a aidés beaucoup dans les démarches administratives surtout. Que, en fait, quand tu es dans l'armée, tu as énormément de papiers après. Énormément. Le psychiatre à Guillaume aussi, de l'hôpital, qui le voit tous les mois. Grâce à ça aussi. Et puis il se donne des défis, quoi. Du coup, c'est ça qui nous fait avancer. Là, c'est un défi cet été de partir dans un parc d'attraction avec les enfants, quoi. Ça serait bien. Il essaye de refaire une reconversion. Il voudrait faire police municipale. Du coup, on part positif et on croit en lui, quoi. On croise les doigts tous les jours pour qu'il y arrive, et puis il va y arriver. De toute façon, il n'a pas de raison de ne pas y arriver, quoi.
Je dirais ce message aux militaires blessés, ne jamais baisser les bras, d'être soutenu et d'avancer, quoi. Rien n'est perdu. Juste ça. Dans les aidants, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas nécessairement le conjoint ou la conjointe qui va aider. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être les parents. Voilà. Le profil n'est pas figé. Alors cette journée des aidants est organisée par l'hôpital Robert Picquet. Elle est en 2 temps. La partie matinale est vraiment réservée à la partie médicale, c'est-à-dire qu'est-ce que le syndrome post-traumatique. Ça permet à l'aidant de mieux comprendre cette partie médicale. Et la partie après-midi, elle est plus sur les gens qui travaillent dans le réseau au profit des blessés ou dans le paramédical. Donc on va avoir les cellules d'aide aux blessés déconcentrées, donc nous, les assistantes sociales, même les réseaux associatifs, l'ANFEM, qui vient aussi aider dans cette journée, qui finance aussi une partie et qui vient expliquer ce qu'elle fait aussi au profit des blessés. Et à la fin de cette journée, on se rend compte et on voit bien que l'aidant peut mieux comprendre qu'est-ce que c'est cette blessure et qui sont les gens qui travaillent au profit des blessés et comment on peut l'aider. Voilà. Le soutien des aidants aux familles, ça aussi, ça n'existait pas et ça existe maintenant. Mon épouse, moi, ça fait 2 ans et demi il y a une journée des aidants qui a été mise en place à Robert Picquet avec le docteur Pileroy. Et en fin de compte, ça fait 2 ans et demi maintenant, tous les 2 mois, qu'elle a des groupes de parole. Elle retrouve toujours les 3 mêmes copines maintenant, c'est des amis. Et en fin de compte, ça aide beaucoup, y compris dans la famille. L'armée de terre est là en direct au profit de ces blessés au sein de l'hôpital, que ce soit au sein de la maison Athos ou au sein de nos BEH ou de la caserne d'entrailles. Voilà, nous on veut leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là, on leur tend la main et que s'ils ont besoin, on pourra les aider sur quoi que ce soit. Voilà, nous accueillons le colonel Brelet, chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, et madame Marie Alem, conseillère assistante sociale aux armées de la Cabat. Bonjour. Bonjour. Donc, madame Alem, une première question donc, pour vous. Donc, quel est le rôle de la famille? Quel rôle joue-t-elle dans le processus de reconstruction d'un blessé? Alors, la famille, lorsqu'elle est présente, elle joue un rôle primordial dans la reconstruction du blessé. On l'a vu à travers le témoignage. D'abord, c'est un soutien moral, un soutien dans les démarches. Ça aide le blessé aussi à se projeter. Dans la famille, comme le dit Karen dans le reportage, c'est l'épouse, l'époux, les enfants, les parents, la fratrie. Donc c'est le premier tissu social du blessé et en cela la famille elle joue déjà un rôle de sociabilisation, resociabilisation pour les acteurs de l'accompagnement que l'on est et donc l'action sociale des armées va jouer aussi ce rôle de préserver ces premiers liens sociaux à travers le soutien fait aux familles. Donc c'est un rôle primordial et donc cette attention elle est portée notamment à travers des actions d'information collective, etc. qui sont menées par des assistants sociaux au sein des unités qui sont à destination des familles et donc une prise en charge en amont de toutes les familles. Et pourtant donc ces familles ne rencontrent-elles pas aussi des difficultés ? Évidemment, les familles, elles sont le premier témoin du bouleversement de la blessure, qu'elle soit physique ou psychique. Et donc, effectivement, en cela, il peut y avoir des conséquences sociales de la blessure, des conséquences matérielles, financières, dans le rôle aussi conjugal, dans le rôle de la parentalité. Et donc, l'assistant social va venir intervenir donc, de manière singulière, parce que chaque situation est singulière, va venir répondre aux besoins et répondre aux difficultés de chacune des familles. Il n'y a pas une famille, il y a des familles. Et puis bien sûr, la famille va être l'allié de l'acteur de l'accompagnement, mais aussi on va pouvoir lui répondre directement à ses difficultés et à ses besoins. Donc on va venir aussi soutenir le militaire blessé dans sa fonction parentale. On va venir le soutenir aussi matériellement, financièrement, à travers plusieurs dispositifs et des prestations. On va venir soutenir la famille pour venir au chevet du militaire lorsqu'il sera hospitalisé, à travers une prestation d'aide aux familles de blessés hospitalisés. Et puis, on va, à travers aussi le séjour IGESA pour les familles de militaires blessés en opération,
on va venir retisser ce lien familial et concourir un peu à soutenir, à préserver ce premier tissu social. Merci beaucoup. Voilà. On a pu voir dans ce reportage donc, le thème de la journée des aidants. Mon colonel, donc vous qui êtes chef de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, que pensez-vous de cette journée ? Alors, cette journée est mise en œuvre par Robert Piquet, par l'hôpital Robert Piquet, journée des aidants dans laquelle intervient l'équipe déconcentrée de la CABAT à Bordeaux. C'est une initiative remarquable, c'est pas la seule sur le territoire. Il y a aussi une assistante sociale à Agen qui avait un peu dans le même esprit organisé une journée au profit des aidants de nos camarades blessés. Cette initiative est remarquable parce que effectivement, les familles sont les premières au contact et elles ont besoin de comprendre, pour pouvoir aider un peu mieux. Aujourd'hui, l'exemple de Robert Piquet va faire école, en tout cas je l'espère, puisque dans le cadre du plan d'action ministériel pour améliorer la prise en charge des militaires en état de stress post-traumatique, est envisagé, on travaille à la généralisation de ce dispositif dans toutes les régions pour pouvoir faire cette offre en fait aux familles qui aident nos blessés répartis sur tout le territoire. Merci mon colonel. Madame ? Oui. Donc pour vous, écoute et solidarité ne sont-elles pas, pour les familles comme pour les blessés, des éléments essentiels pour surmonter les épreuves ? Oui, tout à fait, bien sûr. Et effectivement, les familles, pour tous les acteurs de l'accompagnement, mais aussi en particulier l'action sociale des armées, les familles sont elles-mêmes directement ressortissantes de l'action sociale des armées. Et donc, effectivement, une manière d'être directement à leur écoute et leur apporter le soutien et la solidarité, c'est aussi à travers le portail, la plateforme du e-social des armées, qui est disponible sur Internet et qui permet du coup d'être directement accessible aux familles. Voilà. Et donc à travers effectivement les visites à domicile, les modes d'intervention multiples, on a l'assistance sociale qui est au plus proche des familles, à l'écoute des préoccupations. Eh bien, merci à vous deux. On vous retrouvera tout à l'heure, bien sûr, mon colonel. Et on peut bien sûr vous retrouver sur vos stands où les visiteurs peuvent découvrir vos actions. Allez, pour conclure sur la solidarité entre les blessés, je vous propose quelques témoignages. Alors le message que je veux faire passer aux autres blessés, c'est toujours se croire capable de tout faire, ne pas se mettre de barrières et vraiment croire en soi. Croire en soi et ne jamais lâcher l'affaire. Le message pour mes compatriotes et mes collègues et blessés, c'est si vous êtes dans ce cas-là, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte et parlez-en avec toutes les connaissances que vous avez au sein de la famille de l'armée de terre. Ça peut vous sauver justement de beaucoup d'autres problèmes à côté. Nous en sommes à 150 000 des 10 km. Ah bah super les terriens. Alors vous, mon colonel, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ce compteur d'efforts ? Parce que vous avez vu, ça commence à monter, on est déjà à plus de 150 000. Oui, c'est l'esprit de la Journée nationale des blessés. C'est vraiment en permanence, puisque ça a commencé depuis longtemps, c'est en permanence penser aux blessés. Voilà, on ne les oublie pas, on est avec eux. Et c'est vraiment la fraternité d'armes et l'entraide qui caractérise l'armée de terre. Voilà, c'est important, parce que ce qu'a voulu le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est que on a associé cette journée aussi avec l'effort, avec l'effort de courir, de se dépasser. C'est important, je pense. Oui, effectivement, parce que d'abord nos blessés nous montrent bien à quel point ils sont pugnaces, opiniâtres et persévérants dans leur reconstruction. Donc c'était quand même la moindre des choses que tous ensemble, on participe à cet effort. Voilà, on parle vraiment souvent de la fraternité d'armes. Elle repose surtout sur le sentiment d'appartenance à une communauté et sur le sentiment de responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de nos camarades, de nos chefs et de notre armée et surtout de notre nation. Alors, la force morale des individus et des groupes va dépendre de leurs compétences professionnelles acquises lors d'activités d'instruction ou d'entraînement. Le général Guyoni, commandant des forces terrestres, nous en dit un mot. Puis nous regarderons un reportage sur la formation des auxiliaires sanitaires du régiment médical de la Valbonne.
Le métier militaire est un métier à risque. Notre vocation est de l'assumer et de le gérer afin de le réduire le plus possible. Chaque année, les forces terrestres comptent plusieurs centaines de blessés, physiques et psychiques, en opération, à l'entraînement, en service. Grâce au service de santé des armées, dont la compétence du traitement des blessés en opération est reconnue internationalement, nous développons chaque jour, chaque semaine, les techniques nécessaires pour sauvegarder, sauver au maximum nos camarades blessés sur le terrain. Mais il nous appartient, nous, dans notre métier de soldats, au sein des forces terrestres, de développer notre capacité à traiter le plus rapidement possible les blessés sur le champ de bataille. Nous le savons, ce sont les premières minutes qui comptent. Nous avons mis en place, en liaison avec le service de santé des armées, un dispositif de première ligne de secours que nous allons améliorer progressivement, de façon à ce que chaque combattant de première ligne puisse prendre en compte le mieux possible son camarade blessé. C'est notre objectif à travers le sauvetage au combat, le développement du secourisme dans nos régiments. Je compte sur tous les soldats pour se former à cela, de façon à ce que le jour où l'épreuve arrivera, ils auront avec eux les moyens de sauver leurs camarades. Le rallye à Opsan, c'est la mise en situation obligatoire, si j'ose dire, de la préparation opérationnelle de notre personnel. Vous savez que notre chef d'état-major de l'armée de terre souhaite que nous soyons toujours prêts à répondre aux besoins des nouveaux conflits. Et donc nous avons le devoir de cette préparation opérationnelle adaptée aux situations tactiques d'aujourd'hui et de demain dans le cadre de la haute intensité. Donc là, tu passes un doigt de ce côté, hop, pour vérifier, et un doigt de l'autre côté. On ne mettra pas le doigt au milieu parce que là, tu as la plaie. Et si tu mets ton doigt sur la plaie... Après une formation de 7 semaines, on arrive au rallye de synthèse qui se déroule sur 2 journées avec plusieurs ateliers. Le premier atelier de ce matin, c'est l'atelier Fermette. Cet atelier il a pour but d'évaluer nos auxiliaires sanitaires sur le Ryan. Donc le Ryan, c'est la suite d'une prise en charge effectuée par un secouriste au combat de niveau 2. Donc bien entendu, on parle du coup des personnels qui sont en opération extérieure. C'est des gestes que nous pouvons effectuer qu'en opération extérieure. Et une fois qu'il aura fait ça, il va faire ce qu'on appelle l'évacuation. Vous avez pu voir qu'ils sont allés chercher du coup un brancard avec un plan dur si jamais il a un collier cervical parce qu'il est traumatisé. Et ils vont préparer l'évacuation dans le VAP sanitaire que vous voyez juste à côté de moi. J'ai mis la feuille mais je la reprends pour le NIST. Ok, on va poser avant. Allez, pose bien dans les rails. Air libre par cognotomie. Sierra, bravo. On a 28 pour la... Ça s'est très bien passé. Bon, au début, un peu de stress. On nous met un peu dans le rouge pour que l'adrénaline monte bien. C'est efficace. On arrive, on traite le sujet directement et tout se passe très bien. Donc demain, on va commencer dans le VAD et on va faire la réévaluation. En fait, on va finir le Ryan. Donc on va regarder les constantes. On va vraiment continuer à stabiliser notre blessé. Ok, nickel. Ok, on va te sortir de là. Là, on t'emmène au poste médical, ça marche? Oui. Ok. Les brancardiers qui sont là. C'est bon? Ok, parfait. C'est bon. Ok, attention pour lever, lever. Ok, dans le sens. Nous, notre travail, en fait, on est différents éléments. Il y a des Oxane sur les lieux d'incident et il y a des Oxane au poste médical. L'Oxane au poste médical, l'objectif, c'est vraiment d'être les petites mains des médecins et des infirmiers. Les médecins et les infirmiers ils font des prises en charge médicales et nous, on est plus dans des prises en charge secouristes, sauvetage au combat. Donc là, la première chose qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va rescoper notre blessé. Donc elle va
prendre une tension, une SPO2, elle va remettre la victime sous oxygène et elle va réévaluer son blessé parce qu'il se peut qu'elle ait décompensé. Donc elle va s'assurer que tout le matériel qui a été mis en place soit efficace. L'objectif du Modulops, c'est que les Oxane sont capables de prendre en charge un blessé de guerre, soit sur le lieu d'incident, soit dans le lab, soit au poste médical. C'est vraiment ces gestes-là qui vont réaliser dans les opérations extérieures. Voilà, très beau reportage sur l'opérationnel. Allez, pour illustrer plus concrètement encore la fraternité, nous allons maintenant évoquer avec le lieutenant Mélanie quelques histoires fortes. Alors, la première se déroule au Mali lors de l'opération Barkhane et plus particulièrement lors de l'opération Aconite, le 13 et 14 juin 2019, en images. Donc cette opération a pour but de porter un coup aux groupes armés dans leur zone refuge du Liptako malien et nigérien. Donc un groupement composé d'hélicoptères et de commandos est alors engagé à la tombée de la nuit. Durant cette même nuit, les combats s'engagent face à des ennemis nombreux et expérimentés. Les avions de chasse et un drone sont également engagés. Au petit matin, une patrouille de 2 gazelles est engagée, renforcée d'un tigre. À bord de l'une des gazelles se trouvent 3 personnes, 2 pilotes et un commando tireur d'élite. Alors que l'hélicoptère traque un ennemi caché dans un petit bois, il est malheureusement pris à partie par le tir d'une mitrailleuse. Le pilote tente d'esquiver les coups, mais l'équipage entend les impacts sur la cellule. La machine heurte le sol, termine sa glissade. Donc le commando s'extrait de la machine en urgence alors qu'elle s'enflamme. Il voit les 2 pilotes allongés sur le sol à proximité immédiate de la machine. Ils sont alors à portée de tir des groupes armés terroristes. Le commando ne pense qu'à une seule chose, mettre à l'abri des flammes ses 2 camarades blessés. Il a lui aussi beaucoup de mal à se déplacer, donc il faut savoir que les 3 souffrent en réalité de diverses fractures des vertèbres. Donc pendant ce temps, constatant le crash de la gazelle, le tigre décide de se poser à proximité de l'hélicoptère en feu pour réaliser une extraction des 3 membres de l'équipage. Donc le commando blessé réussit à traîner un des pilotes jusqu'au tigre pendant que le deuxième se rapproche en roulant sur lui-même. Donc le commando les arrime sur la jambe du train d'atterrissage et se hisse sur l'ailette porte-armement. Donc le tigre décolle alors avec l'équipage de la gazelle en direction d'une zone sécurisée. Et donc nos 3 blessés sont ensuite conditionnés en un temps record et évacués. Donc il faut savoir que cette extraction en zone particulièrement hostile s'est faite instinctivement. Il était naturel pour l'équipage du tigre comme pour le commando de réaliser cette extraction. Ce sont des hommes ordinaires qui savent faire des choses extraordinaires. Donc le tireur d'élite ne se voit pas en héros. Il reconnaît avoir pensé qu'il ne survivrait pas au crash. Puis ses réflexes, son instinct, son entraînement l'ont aidé, lui ont permis de trouver les forces morales nécessaires dans cette épreuve. Tous ont renforcé leur fraternité et après leur convalescence, ils ont tous exprimé le désir de poursuivre leur carrière dans leur emploi. En tout cas, pour ce tireur d'élite, quelle abnégation. Pour votre information et pour tous, ce commando a reçu la médaille militaire hier par les mains propres du président de la République. Allez, je vous propose un autre exemple pour illustrer la camaraderie. C'est celle d'un peloton au profit d'un de ses blessés, un de leurs camarades. Lieutenant, vous pouvez nous conter les faits ? Alors oui, mon capitaine, donc c'est le brigadier Souleymane du 1er régiment d'hélicoptères parachutistes de Tarbes qui a été engagé au Mali en 2020. Donc le 5 septembre 2020, son véhicule blindé léger est détruit par un IED lors d'une opération. Donc malheureusement, ses camarades, le brigadier chef ST et le parachutiste de première classe Arnaud Volpe sont décédés suite à l'explosion. Donc Souleymane a été lui-même blessé, son peloton fait bloc alors et l'entoure. La cohésion de ce peloton, son humanité exprimée dans la dignité et la mémoire de ses 2 camarades blessés sont un excellent exemple de fraternité d'armes. Bien évidemment, vous alliez dire les hussards parachutistes. Allez, direction Paris-Tarbes et on file retrouver le premier HP. Soutenir un blessé au quotidien passe inévitablement par la solidarité des frères d'armes. La force de l'armée de terre, qui même dans l'adversité fait face, le mot solidaire n'est pas à 20 mots. Donc j'ai été rapatrié directement en France par avion. Ensuite j'ai été accueilli à l'hôpital militaire de Percy. Et ensuite a déroulé une longue étape de rééducation pour justement, dû à ma paraplégie, pouvoir revivre avec certaines limites qui m'ont été fixées. Le lieutenant Guillaume, son chef de section, se fait un devoir d'assurer une présence continue.
Je pense que pour chacun des soldats du peloton, ça a été une priorité. Quand est-ce que nous irons voir Kalev? Quand est-ce que nous irons le voir? On a bien compris, avec les échanges qu'on a eu avec lui, que pour lui c'était une vraie attente de nous retrouver, que nous lui manquions et comme lui nous manquait. Oui, je suis revenu au régiment pour aller voir mes camarades et aussi pour revoir mon régiment. Parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était en juillet dernier, justement avant mon opération extérieure. J'y étais la première fois, c'était pour faire une petite soirée avec eux, jouer à la console, commander un peu de la nourriture à l'extérieur du bâtiment. Et ensuite, je suis retourné pour une cérémonie qui était la Saint-Georges, donc c'est la fête des cavaliers. Et puis j'ai pu recevoir une décoration par mon chef de corps ainsi que mon grade de brigadier. En fait, nous lui devons une vraie présence, une présence continue, et que j'espère une présence continue dans le temps, puisque voilà, il y a aussi une dimension de fidélité qui va s'ajouter à cette relation. Oui, mais moi j'entretiens toujours la même relation, franchement ça n'a pas changé, si ce n'est encore mieux. Donc on est toujours avec mes camarades avec qui je suis vraiment proche, on est toujours autant aussi proches. On est vraiment des collègues, mais des vrais amis, et avec le reste, je pense que ça nous a tous mis une petite claque au visage, donc on reste tous vraiment soudés et ça nous a tous ressoudés un peu. Salut Kalev, j'espère que ça va et j'espère que tu as passé de bonnes vacances à Paris, ça s'est bien passé pour toi et ta copine. Et ensuite, vivement qu'on soit autour de terre. Ouais. J'espère que de ton côté tout se passe bien, que tous tes projets avancent bien, qu'ils vont aboutir, mais je m'en fais pas du tout pour toi. De mon côté, j'ai hâte que tu redescendes, là, qu'on puisse aller profiter un peu du déconfinement, aller manger des petits bouts et boire des coups au soleil. Tout ça pour te dire aussi que j'ai pas oublié qu'on a quelques séances de sport à rattraper, toi et moi, ouais. Mais je me tiens prêt, même si je sais que le niveau est élevé. Et voilà, tout ça pour te dire aussi que je pense fort à toi et que j'ai hâte que tu redescendes. Nous sommes tous édifiés et très fiers de ton comportement, de ta force morale, de tout ce que tu arrives à faire. J'espère vraiment que tu vas pouvoir trouver une discipline sportive dans laquelle tu vas pouvoir t'éclater à fond. Je te répète, mais tu le sais, je te répète toute la fierté que j'ai eue de t'avoir parmi mes subordonnés. Allez, je vous propose maintenant de nous rendre au 12e régiment de cuirassiers d'Olivet. Je pense que vous connaissez très bien, lieutenant, afin d'illustrer le rôle de la chaîne de commandement d'un régiment dans le suivi et la réadaptation des blessés. À mon retour, je suis resté enfermé tout seul. Je voulais voir personne. Et en fait, au fur et à mesure, que ce soit ma famille ou mes proches, donc mon ex-femme maintenant, m'ont toujours dit que j'avais un problème parce que je dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars la nuit, je revivais des scènes de combat. Et je n'ai jamais voulu les croire. Et à l'heure actuelle, je vais pas dire que j'ai honte, mais j'ai peur du regard des autres parce que j'ai pas envie qu'on me juge. J'ai pas envie qu'on me juge par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai fait. En général, j'aborde les personnes de façon, je dirais, opportune et on discute un petit peu sur les éventuelles dérives de comportement, souffrances qu'ils peuvent avoir, afin de bien comprendre d'où vient cette souffrance et après on est, je dirais, à même de les orienter vers des spécialistes qui pourront les aider. Plus tôt on arrive à détecter la blessure, plus rapidement cette personne sera guérie. La blessure a été constatée officiellement par les médecins, que ce soit à Bégin ou au régiment au mois de juin 2020, donc que l'année dernière. Et donc ça fait plus d'1 an donc, je suis suivi tous les 15 jours, que ce soit à l'hôpital militaire en psychiatrie ou la médecin militaire ici. La cellule famille, l'assistante sociale du régiment, mes chefs. Et voilà, tout se déroule naturellement, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand le blessé retourne à son domicile, eh bien là, je prends contact avec lui pour l'accompagner dans ses démarches administratives, dans le montage de dossiers, la poursuite de demandes d'aide, etc. Ce qui me tient le plus à cœur sur cet aspect de mon métier, c'est tout simplement d'être là, d'être présente pour le militaire, pour sa famille et de les accompagner dans la durée.
Quand on dit qu'il y a une vraie solidarité au sein des armées, quand on dit les frères d'armes, une vraie famille, là je confirme vraiment. L'armée est une grande famille parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de soutien fait pour nous, les militaires, les soldats. Franchement, chapeau. Et je parle avec des gens au régiment, que ce soit la cellule famille ou Madame Thierry, justement d'ailleurs, pour essayer j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'évacuer. Et heureusement que ces personnes sont là. Je suis un capteur d'informations qui permet de dire au commandement, eh bien voilà, nous avons quelqu'un qui est plutôt bien dans sa tête, qui progresse correctement, ou tout simplement de dire au commandement, attention, là on a quelqu'un qui est encore un peu fragile et qui a besoin de plus de temps pour permettre de reprendre ses missions. Le message pour mes compatriotes et mes collègues et blessés, c'est si vous êtes dans ce cas-là, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte et parlez-en avec toutes les connaissances que vous avez au sein de la famille de l'armée de terre. Ça peut vous sauver justement de beaucoup d'autres problèmes à côté. Voilà, cette année, c'est également un centenaire très important. C'est cette fameuse association des gueules cassées qui est sortie à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et nous avons souhaité poser quelques questions au président de cette association, Monsieur Rem. Major, c'est à vous. Oui, je suis bien avec Monsieur Rem, le président de l'association des gueules cassées. Donc bonjour Monsieur Rem. Alors les gueules cassées ont aujourd'hui 100 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les missions des gueules cassées sont toujours les mêmes ou elles ont évolué? Oui, Major. Le centenaire, effectivement, des gueules cassées, c'est cette année, vous avez bien raison. Et les missions ont un peu évolué. Au départ, la mission des gueules cassées s'occupait d'abord en priorité aux militaires blessés de la face et de la tête. L'association a pu évoluer au fil du temps et des mouvements de la société. Aujourd'hui, elle s'occupe aussi, donc elle reçoit toujours les militaires bien sûr, mais je dirais que le Delta s'est ouvert à tous les fonctionnaires en service, blessés, au service du pays. Nous avons aussi, pour nous adapter un peu mieux à la situation, créé une fondation qui s'appelle la Fondation des gueules cassées, qui elle fait du mécénat pour la recherche médicale crânio-maxillofaciale. Alors, à qui s'adresse cette association ? Alors, cette association, c'est une excellente question, bien sûr. Cette association s'adresse donc d'abord au grand public pour la reconnaissance des blessés, de la blessure, qui est quelque chose, comment dirais-je, qui est congruent à l'état de militaire. Il est utile que le grand public le sache. Aujourd'hui, donc, nous ouvrons nos rangs à tout fonctionnaire en service, en uniforme, pour la plupart. Là, je parle les militaires, bien sûr, les OPEX aujourd'hui, les gendarmes, les pompiers, la police et différents fonctionnaires un peu moins connus comme les pénitentiaires qui sont blessés dans l'exercice de leur service. J'ajoute, si vous le permettez, que la blessure physique est évidemment reconnue, mais nous avons intégré aussi aujourd'hui, depuis quelques années, la blessure psychologique. Très bien, je vous remercie beaucoup Monsieur le Président. Et surtout, n'hésitez pas, allez vous rendre sur le site des gueules cassées, les jeunes comme les moins jeunes, ça peut être intéressant pour tout le monde. À vous le plateau. Merci Major, merci Monsieur le Président, et nous vous souhaitons bien évidemment bon vent à votre association. Allez, vous le savez également, on en a déjà parlé ce matin, le projet Athos est également un de nos fils rouges de la journée. Jingle. Voilà, je vous propose donc de visionner un nouveau reportage. Cette fois-ci, ça sera sur la maison d'Athos de Bordeaux. Alors, le projet Athos, c'est le fruit d'une collaboration entre différents organismes et services du ministère des Armées. Nous regardons ensemble son quotidien. Au cœur de la région bordelaise, la maison Athos est un lieu d'accueil et d'échange. Les membres viennent s'y ressourcer, s'y reposer, mais également rencontrer les différents acteurs de l'aide institutionnelle et associative au profit des blessés. Nous nous
remplaçons pas, nous ne prenons pas la place de Défense Mobilité, nous ne prenons pas la place de l'action sociale, au contraire, nous, sous ce toit, et nous avons créé des espaces pour ça, nous accueillons des assistantes sociales, nous accueillons des référents des cellules de blessés, nous accueillons des conseillers en transition professionnelle qui vont pouvoir interagir dans des conditions très sécurisantes. Voilà, les membres finalement accueillent chez eux des gens qui ont des professionnels qui ont des capacités, des compétences qui vont leur permettre de construire la suite. Nadia est conseillère en transition professionnelle à Défense Mobilité, spécialisée dans l'accompagnement des blessés. Depuis la création de la maison Athos, c'est vrai que cela a facilité le contact avec les militaires blessés, dans le sens où le formalisme d'accueil dans un bureau, on va dire, est plus ou moins occulté. Ça enlève certaines barrières. C'est vrai qu'initialement, quand on reçoit nos militaires au bureau, on le voit, on ne le connaît pas. Et Athos a cassé un petit peu justement cette barrière. C'est vraiment plus fluide. Et ça crée une connexion, une relation de confiance plus rapidement, mais c'est surtout plus profonde. Le programme Athos facilite la convergence des efforts des différents acteurs au profit de nos blessés. Voilà, lieutenant, vous accueillez deux invités que nous avons déjà présentés, donc le lieutenant-colonel Brûlé de la Cabat et le sergent Guillaume, également blessé de l'armée de terre. Merci mon capitaine. Alors mon colonel, à travers ce reportage, il apparaît clairement qu'une des clés de réussite du projet réside autour du mot coopération entre armée, direction et service. Donc pourquoi cette coordination est-elle si importante à la fois pour Athos et en général ? Alors, la coordination, elle est au cœur du parcours du blessé. C'est grâce à cette coordination que finalement nous arrivons à construire, à co-construire le projet de réadaptation et de réhabilitation pour chaque blessé de l'armée de terre, bien sûr, ou des armées en général. Cette coopération, elle s'organise finalement d'abord à travers les cellules d'aide, qui sont les tours de contrôle pour chaque armée et les responsables de la coordination des parcours des blessés. Et elle s'organise, cette coordination, dans tous les hôpitaux d'instruction des armées dans lesquels sont organisées des commissions multidisciplinaires des blessés en service où autour de la table sont rassemblés les cellules d'aide, les praticiens du service de santé des armées, l'action sociale des armées, Défense Mobilité et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et ensemble, nous identifions les meilleurs parcours, les meilleures choses à faire pour permettre à chacun de se reconstruire. D'accord. Donc on voit qu'il y a énormément de blessés qui se tournent vers cette maison. Donc comment sont-ils sélectionnés, si tel est le cas, pour rejoindre donc les maisons Athos ? Alors, un blessé de l'armée de terre, il est accompagné pas à pas par un référent à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, à la Cabat, qui a dans son portefeuille environ 120 à 130 blessés. Et la mission du référent Cabat, c'est bien en liaison avec le blessé, mais avec tous les acteurs, d'identifier le meilleur projet pour lui. Et puis, dans ces commissions, nous essayons d'envisager le meilleur parcours. Et Athos est un des parcours que nous pouvons proposer à nos blessés, et en particulier nos blessés psychiques. Donc c'est au cours de ces commissions que nous considérons chaque parcours ou chaque projet et que nous envisageons d'envoyer un certain nombre de nos camarades vers les maisons Athos pour se reconstruire. Merci mon colonel. Sergent, donc vous-même, à travers votre parcours de blessé, avez-vous pu bénéficier d'aide émanant de ces organismes ? Alors oui, j'ai eu beaucoup d'aide de plein d'organismes, que ce soit des organismes associatifs ou autres, ou directement de l'armée de terre. Donc essentiellement déjà la Cabat, Terre Fraternité et beaucoup d'autres. J'ai vraiment été accompagné du début de ma blessure, et encore aujourd'hui, je pense que ça va perdurer un moment. Donc je les remercie vraiment beaucoup parce que ça m'a permis d'enlever beaucoup de poids au niveau mental, comme l'administratif par exemple, qui est vraiment un monde, c'est l'Everest en fait. Donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide et j'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup.
pour illustrer et éclairer le rôle de la CABAT, eh bien, de retrouver le capitaine Karen à la région Terre Sud-Ouest, ainsi que l'adjudant-chef Angélique, qui, elle, se trouve référente à Paris. Écoutons-les. Mon rôle est de rencontrer tous les blessés qui le souhaitent à l'hôpital Robert-Picqué tous les mercredis après-midi, des deux services, qu'ils soient du service psychiatrique ou du service MPR, médecine physique et de réadaptation. Quand on les rencontre, on voit avec eux, on fait un point de situation administratif et surtout humain. Notre objectif est vraiment, en fait, c'est de créer du lien de proximité, créer de l'humain, faire un point avec eux au niveau administratif, au niveau de leur parcours du blessé. Notre emploi, c'est vraiment de coordonner au maximum tous les gens, tout le réseau qui travaille au profit des blessés. C'est-à-dire en fonction de sa situation, de ses problématiques, c'est lui donner le bon contact ou le bon document administratif et activer le bon réseau. Alors ça peut être le réseau, s'il est en CLM ou CLDM, en lien en service, le réseau référent blessé de la CABAT ou la partie juridique, avec qui on travaille quotidiennement. Ça peut être la partie SSA en fonction du lien que l'on a avec la partie médicale et notamment les médecins qui travaillent à l'hôpital Robert-Picqué. Ça peut être les formations en régiment. Ça peut être le pôle défense mobilité et ou les assistantes sociales. Là, vous avez vraiment tous les gens qui travaillent au profit des blessés. Et donc nous, on va appuyer là où le blessé a une problématique. Bonjour, je suis l'adjudant-chef Angélique. Je suis référent à la CABAT, à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. J'ai intégré la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre en 2018. J'étais chancelier en état-major et il me manquait un côté humain que je n'avais plus malheureusement. Et puis, le grand fait du hasard, j'ai parcouru le site de la DRHAT sur Intradef et un message de prospection est arrivé pour la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre et je me suis dit, c'est le meilleur moyen pour vraiment trouver ce côté humain et d'aider les blessés de l'armée de terre. Et puis après, c'est bon, fini la séance. D'accord ? Alors, mon rôle, le rôle du référent, c'est d'accompagner les blessés de l'armée de terre qui sont en CLM, donc en congé longue maladie, ou en CLDM, congé longue durée pour maladie, soit sur une reprise d'activité, soit sur une reconversion, puis une réforme. Ça, tu la libères. Ça, c'est aussi un peu notre rôle, c'est de voir comment ça va, on a toujours ce petit œil-là, ce petit regard. Bon, après, en tant que féminine, c'est aussi normal d'avoir ce côté maternel. Mais c'est vrai que je vis avec mon instinct de référent, mon instinct de personne en tant que personne. Je vois si ça va, si à un moment il s'isole, s'il a besoin d'arrêter, comment il se sent, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il ait confiance en moi, qu'il puisse dire les choses simplement et honnêtement. Il n'y a pas de moment précis, mais c'est surtout un moment particulier qu'on a à chaque stage. C'est qu'on les voit arriver légèrement fermés, le visage vraiment éteint, stressés d'arriver parce que ça leur demande énormément de se déplacer, de sortir de chez eux, de venir jusqu'au stage. Et à la fin, on les voit avec un sourire magnifique. Et on leur dit toujours, le plus dur, c'est de venir. Et le meilleur reste à venir. Et c'est ça pour nous, la meilleure des récompenses, la plus belle chose qu'on a. Il n'y a pas d'échec. Chez nous, il n'y a pas d'échec. Voilà. Chaque blessé, c'est une personne. Chaque individu a ses propres objectifs. Et ça, c'est important. La meilleure des réussites, c'est que lui soit heureux, satisfait et qu'il sache rebondir, soit sur une reprise d'activité qui reparte de plus belle, soit rebondir dans le civil et repartir pour une nouvelle vie. Eh bien, Sergent, donc on a vu deux référentes CABAT dans ce reportage. Quel lien établit-on avec son référent ? Ouais, c'est un lien très proche parce que c'est quelqu'un à qui on parle de tout, en fait. Donc, de ce qui nous fait peur, de ce qu'on veut, enfin, qu'on a du mal, on va dire, à affronter dans la vie. Donc, nos émotions, on se livre vraiment à cette personne. Donc, ça devient vraiment quelqu'un de très proche, qu'on appelle très souvent, des fois, peut-être trop. Mais voilà, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un membre à part entière maintenant de ma famille. Et c'est vraiment un lien important de pouvoir tisser ça, parce que des fois, on en a réellement besoin de parler et d'avoir quelqu'un d'aussi proche que ça.
voilà, c'est notre dernier sujet de la matinée, sera le rôle de la société vis-à-vis de nos blessés. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'un blessé, justement, qui, par l'intermédiaire de l'ONAC, a retrouvé un emploi. Reportage. Je me suis engagé au 1er RI en 2011 en tant que fantassin. Je suis passé caporal en 2012. Ensuite, je suis parti en OPEX de 2013 à 2014 en Centrafrique en tant que tireur de précision. L'OPEX s'est très bien passé. Ensuite, en 2014-2015, je suis reparti encore une fois. Je me suis porté volontaire. Cette fois-ci, je suis parti en tant que tireur RT sur VAB. Et la mission a été très dure. Et quand je suis rentré en France, au bout d'1 mois environ, j'ai eu un choc post-traumatique. Je me suis présenté à l'hôpital de Leguest. J'ai demandé à consulter un médecin qui a décelé justement un stress post-traumatique. Et à partir de là, j'ai eu des réunions avec d'autres blessés. J'ai participé à un stage d'équithérapie. Le stage a duré environ 6 semaines. Ça a été très bénéfique pour moi. Mais il a fallu que je travaille beaucoup sur moi et que je continue dans cet élan pour justement ne pas perdre pied et ne pas retomber dans la solitude, dans la colère et dans le manque de sommeil. L'adjudant-chef qui s'occupe justement des blessés à l'hôpital de Leguest m'a vraiment aidé à retrouver un travail. Il m'a présenté l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. J'ai fait un premier stage d'immersion de 6 mois à Metz. Ça m'a vraiment plu. Je me ressentais utile. Et travailler pour le service de mémoire, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur. Et je prends plaisir à faire ce travail. Parce que je me sens quand même encore militaire. Même si j'ai été réformé, je garderai toujours l'éducation que j'ai appris à l'armée. Le principe de bien faire les choses sans se poser de questions et d'avancer. Ça m'a vraiment permis d'avancer ce nouveau travail. Allez, on va retrouver l'ONAC, l'Office national des anciens combattants de la Marne, où une épouse de blessé a retrouvé un emploi. Mon époux a été blessé en juin 2018 lors d'un service en Lituanie. Il y a eu vraiment un désarroi parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. On a eu le chef de corps du régiment de mon époux qui est venu boire un café à la maison. Parce qu'il avait vraiment entendu le cri de détresse qu'on avait lancé par le biais du service social, etc. Il a écouté mon époux, il m'a écouté. Il a su répondre à quelques-unes de nos questions. L'autre partie, c'est le service médical de l'hôpital de Percy-Clamart qui a pu y répondre essentiellement, dont le médecin de mon époux. En me renseignant, petit à petit, j'ai eu la possibilité de contacter donc, le service départemental de l'ONAC VG de la Marne. J'ai eu l'adjoint qui est en charge justement de la solidarité qui m'a répondu qu'effectivement, dans le cas de mon époux, des aides existent et sont possibles. C'était très compliqué de joindre les deux bouts financièrement. Donc quand j'ai été reçue par l'adjoint avec beaucoup de bienveillance, de respect et une écoute assez impressionnante que j'avais pas eu depuis longtemps, depuis l'accident de mon époux, il m'a dit on va faire le nécessaire, vous allez monter un dossier et on va le faire passer en commission, en urgence pour que votre époux ait le maximum financièrement possible. Ce qui a été le cas et qui nous a beaucoup aidé. Je me suis retrouvée à proposer donc au directeur du service départemental de candidater, parce qu'un poste se libérait et j'étais sans emploi. Il a pris mon CV et m'a recontacté 2 mois après pour un poste avec des possibilités justement d'évolution. Donc j'ai rejoint le service départemental de l'ONAC VG de la Marne au mois d'août 2020. En qualité d'agent d'accueil, je gère le secrétariat et aussi des dossiers de militaires d'actifs, d'anciens combattants et de veuves d'anciens combattants. Ce poste me plaît énormément. Alors le sentiment d'utilité, oui, mais surtout que c'est du sens, c'est ça qui est important pour moi en fait. Parce que c'est important pour eux. Tous ces soldats blessés, c'est pas un numéro de dossier, c'est des humains en fait. C'est des vraies familles avec des vrais cas et des vrais blessés qui sont à la maison en fait. Et des vrais anciens combattants et des vraies veuves qui ont de vraies difficultés. Voilà, on l'a bien compris que le retour à l'emploi a son importance, mais également le sport. Alors pour évoquer ce sujet, j'accueille à nouveau le chef de la CABAT, le colonel Bollet, ainsi que l'adjudant Philippe. Vous avez été accidenté de la route. Mon adjudant, vous êtes affecté au 2e régiment de service militaire volontaire à Bretigny-sur-Orge, donc non loin d'ici. Vous êtes aujourd'hui un athlète de haut niveau handisport et vous êtes surtout impliqué énormément dans une association qui s'appelle l'association Corveland. Tout à fait, mon capitaine.
Donc, mon colonel, donc pourquoi, pour vous, donc, le sport est-il si important dans le processus de reconstruction ? Alors le sport dans les armées, surtout le sport, c'est l'ADN du soldat français. Hein, lorsqu'on est militaire et qu'on est blessé en service ou en opération, on a l'impression d'être comme un oiseau abattu en plein vol et on se dit que plus rien n'est possible. Et puis le sport, avec toutes ses vertus de resocialisation, hein, de fraternité, de cohésion, eh bien c'est extrêmement important. Et puis, sans aller sur un champ médical, on connaît tous les bienfaits du sport. Il n'y a pas de raison que nos militaires en situation de handicap eh bien, n'en profitent pas, n'en bénéficient pas. Merci, mon colonel. Adjudant Philippe, donc, pour vous, le sport n'est-il pas une façon de reprendre sa place dans la société ? Oui, tout à fait. Ça sert, même au niveau des armées. Ça permet de montrer qu'on est toujours capable de faire quelque chose, même sans aller forcément dans le haut niveau, reparticiper à des activités grâce au matériel dont on dispose, continuer à être un militaire, un sportif, ça montre aux copains qu'on est là, quoi, qu'on peut toujours participer. On participe toujours. Mon colonel, donc, pourriez-vous nous dire à quoi servent les rencontres militaires, blessures et sport ? Alors les rencontres militaires, blessures et sport qui se déroulent depuis 3 semaines maintenant et qui se terminent aujourd'hui, ça fait partie du pack sportif que les armées proposent à leurs blessés pour se reconstruire. Dans le parcours de reconstruction par le sport au niveau ministériel, il est aujourd'hui très complet. Il part du réentraînement à l'effort sur les plateaux techniques dans les services de médecine physique de rééducation de nos hôpitaux. Et puis ça peut aller jusqu'au haut niveau, notamment avec les Invictus ou les Invictus Games ou les Jeux mondiaux militaires. Et puis parfois, pourquoi pas, un blessé aux Jeux paralympiques, on ne sait pas. Pardonnez-moi. Le ministère des Armées propose un certain nombre de stages ensuite qui sont organisés principalement par le Centre national des sports de la défense ou par le Cercle sportif des invalides, avec notamment l'appui des cellules d'aide. Donc les rencontres militaires, blessures et sport, c'est un des premiers stages du parcours de reconstruction par le sport, dans lequel le blessé va pouvoir découvrir un certain nombre d'activités et surtout partager avec l'ensemble des acteurs du champ médico-social qui l'accompagnent. Mon adjudant, une petite question. Donc, en tant qu'athlète de haut niveau, donc, quelles sont vos motivations ? Athlète de haut niveau, je ne sais pas si j'étais un athlète de haut niveau, mais les motivations, c'est avant tout, je pense, trouver chacun son objectif, son but. Moi, au début, je ne comptais pas partir forcément sur le haut niveau. C'est tout le déroulé du sport avec la CABAT, avec les RMBS, etc., comme l'a expliqué le colonel. C'est ça qui m'a donné envie d'aller toujours plus loin, parce que je pense que on a tous un peu cet ADN de sportif, les militaires, et puis on veut toujours prouver qu'on peut aller là, qu'on peut gagner ça, et je pense que c'est ça. Est-ce que le sport de haut niveau vous sert à faire passer des messages ? Quels sont-ils ? Je ne sais pas si je peux permettre de dire que je suis un exemple, mais faire passer un message, c'est pour montrer que n'importe qui, au final, avec un peu de discipline, parce que le sport de haut niveau, de toute façon, ce n'est que de la discipline. C'est énormément d'entraînement, des heures, pas dire sacrifiées, puisque après il y a la belle récompense à la fin, mais ça peut montrer que finalement n'importe qui, s'il s'en donne les moyens, avec un peu de discipline, peut y arriver. Alors, vous aviez lancé un défi le 31 mars. Tous les terriens étaient attentifs, vous étiez devant les invalides. Ce défi, c'était ce compteur kilométrique. Vous avez donné un rendez-vous. Pour ce bilan, c'est le 19 juin. Le compteur ne va pas s'arrêter aujourd'hui, il va continuer. Et nous allons avoir le résultat en direct sur l'écran. Alors, nous sommes à 575 000 km. Mon général, impressionnant. Est-ce que ce chiffre correspond à vos attentes et que pensez-vous de ce nombre de kilomètres ? Non, on m'avait dit ce matin plus de 400 000. C'est effectivement un résultat assez extraordinaire. 575 000, ça fait 50 fois... non, pas 50 fois, 10 fois... Oui, en tout cas, ça fait plus de 12 fois le tour de la Terre. C'est vraiment impressionnant. Ça fait 6 fois le tour du monde en tout. Plus que ça. 10 fois 40 000. C'est ce qu'on m'a donné comme information à l'instant. 10 fois 40 000.
10 fois 40 000, ça fait 400 000, donc c'est plus de 10 fois le tour de la Terre. Donc c'est un résultat qui est extraordinaire et qui est, à mon avis, qui illustre la mobilisation qu'on a tous pu constater. Une mobilisation assez extraordinaire, qui en fait bien évidemment a impliqué l'armée de terre, mais en fait dont on s'est aperçu qu'il a dépassé l'armée de terre. Donc bien évidemment, l'armée de terre était au rendez-vous pour ses blessés, et les blessés de l'armée de terre, c'est très bien, mais je constate qu'il y a beaucoup d'autres militaires désarmés, d'autres armées qui étaient présentes, des directions et services, des civils et des militaires étrangers, il y en avait là ce matin. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, cette mobilisation. On peut toujours citer, mais je passais devant un stand dans l'Amphème où on m'a dit qu'il y avait 25 772 km qui avaient été. Donc c'est vraiment un engouement et ça fait très chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur à moi, mais c'est surtout, ça me fait chaud au cœur à toute l'armée de terre parce que c'est un vrai signal vers nos blessés. Donc c'est super. Et c'est vrai que, mon général, c'est vraiment la communauté terre qui s'est vraiment mobilisée pour faire ce chiffre qui est quand même assez impressionnant. Vous êtes avec nous depuis ce matin. C'est vrai qu'il y a la communauté terre, et je pense que mais ce chiffre-là, on l'obtient parce que la mobilisation a dépassé, à mon avis, la communauté terre. Donc c'est vraiment très bien. Vous êtes avec nous depuis ce matin, vous avez participé à la marche course, vous êtes allé au-devant des blessés, vous êtes allé au-devant des stands. Que représente cette journée pour vous ? Non, je pense que c'est vraiment une journée où il y a un symbole qui est très fort. Alors comme je l'ai dit ce matin, en fait, les blessés, on ne peut pas seulement y penser une journée dans l'année, ça n'aurait pas de sens. Les blessés, on les soutient bien dans la durée, toute l'année, ils ont besoin de notre soutien toute l'année et on se doit de les soutenir toute l'année. Et c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on essaye de faire toujours plus fort, parce qu'il n'y aura jamais assez d'efforts qui est fait dans ce domaine-là. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir une journée symbolique où on arrive à se rassembler. On a un peu craint du fait des conditions sanitaires, finalement, de devoir jouer comme l'année dernière, une journée des blessés qui était virtuelle, qui avait déjà eu un vrai succès. Mais en fait, on voit bien la différence entre une journée virtuelle comme on a fait l'année dernière et ici, de pouvoir se retrouver tous ensemble, même s'il y a des jauges qui fait qu'on est obligé un peu de brider la participation, mais de pouvoir se rencontrer vraiment, parler, voir les visages des gens, en fait, c'est une force incroyable. Je pense que c'est bien aussi, quand on l'a fait ici, au parc André Citroën, c'est aussi la proximité du monument OPEX. Et le monument OPEX qui est un vrai symbole, avec le nom des gens qui ont été tués en opération et qui est bien évidemment intimement lié aux blessés qu'on a. Ces gens-là participaient aux mêmes missions, donc je pense que ça a beaucoup de sens. Donc bien évidemment, rien ne remplacera une journée en présentiel, journée des blessés de l'armée de terre ici, dans un cadre qui est agréable. En plus, vous êtes très fort, vous avez commandé la météo juste ce qu'il fallait, donc bravo.